Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est la reprise, c'est la rentrée. On va un petit peu réattaquer en fait le rythme des vidéos. Ça faisait un petit moment clairement que j'avais pas fait en fait de vidéos. J'ai quand même beaucoup de choses à gérer en ce moment, autant d'un point de vue pro que perso. Donc c'est pour ça que voilà, YouTube, je le rappelle, mais n'est pas en fait ma priorité. Ce n'est pas mon activité principale. Donc je le fais quand j'ai du temps. Voilà, je pense que maintenant d'ici à on va dire jusqu'à la fin de l'année, j'aurai quand même beaucoup plus de temps, donc j'ai quand même prévu pas mal de vidéos. J'ai déjà également tourné pas mal de vidéos en avance qui vont sortir en fait dans les semaines qui suivent, notamment des vidéos avec Guillaume, mon associé en fait qui travaille avec moi sur toute la partie club privé avec Club Invest, qui a déjà fait justement une vidéo sur cette chaîne et avec qui on a quand même fait pas mal d'autres vidéos pour traiter en fait de pas mal de sujets. Parfois un petit peu épineux, on va vraiment essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, aborder pas mal de sujets qui je pense sont très intéressants, sont pas souvent abordés et vont quand même donner pas mal de vérités qui sont importantes, surtout quand on débarque un peu en fait dans le marché des crypto-monnaies, mais pas forcément même que pour les débutants. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses assez intéressantes, même pour les personnes qui sont là en fait depuis quelques années. Alors on va commencer avec une vidéo pour faire un peu le point sur les robots de trading. Je pense que ça fait un moment en fait pour le coup que j'en ai pas fait. J'avais commencé des vidéos déjà pour commencer à parler en fait des robots de trading déjà il y a pratiquement plus de 2 ans maintenant. Je rappelle quand même que c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Je découvre en fait ce milieu, ou plutôt je l'ai découvert en fait depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc j'ai quand même maintenant un certain recul pour commencer à vraiment bien en parler. Vraiment le but en fait aujourd'hui, ça va être d'une part de faire le point en fait sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné. Je vous avoue qu'on va plus s'attarder en fait sur ce qui a fonctionné et mettre assez rapidement de côté en fait les projets qui n'ont absolument pas fonctionné et que je déconseille fortement. Et on va aussi s'attarder beaucoup sur en fait les robots de trading en tant que tels. Il faut comprendre qu'il existe différents types de robots de trading, qu'on évolue en fait dans un marché qui a énormément changé et qui a beaucoup de choses à savoir sur les robots de trading avant de se lancer en fait dedans, qui vont vous être également très très importantes de savoir, de connaître pour ensuite être capable de choisir les bons projets, ceux qui vont être intéressants et ceux qui vont être capables de correctement gérer les différentes phases de marché. Et je vais également vous partager donc mon point de vue par rapport à tout ça et par rapport à toute l'expérience que j'ai pu acquérir, tous les échanges que j'ai pu avoir avec pas mal de personnes qui font ça en fait depuis un petit moment. Donc une vidéo dans laquelle il y aura beaucoup de choses à dire. Donc installez-vous confortablement. On a beaucoup de choses à voir sur les robots de trading. Avant de commencer, n'oubliez pas, je poste des vidéos en fait que de temps en temps parce que pour le coup ça demande du temps. Mais par contre, j'envoie systématiquement toutes les 2 semaines des lettres d'investissement dans laquelle je fais des analyses de marché, principalement du Bitcoin et de l'Ether, mais également parfois avec d'autres indicateurs dans la version gratuite. Donc vous pouvez vous inscrire, le lien il est dans la description et ça vous permet en fait de vraiment avoir mon avis et mon analyse vraiment du marché toutes les 2 semaines de manière beaucoup plus récurrente que par les vidéos YouTube. Voilà, maintenant on peut commencer à attaquer tranquillement cette vidéo. Alors, déjà, en fait, moi, j'ai testé pas mal de solutions. J'en ai testé 4. Donc, il y a Napoléon Crypto. J'ai déjà fait, en fait, des vidéos par rapport à cette solution il y a un bon petit moment maintenant. Il y a Invao. Il y a CryptoFund, qui auparavant s'appelait plus le trading du coin, voire Crypto Trader. Ils ont eu plusieurs noms. Et Cryptelite. Voilà. Donc, c'est les 4 solutions que j'ai testées. Certaines beaucoup plus que d'autres. J'ai également eu énormément d'échos, notamment des membres de ma communauté privée qui ont essayé pas mal d'autres solutions, mais pour être honnête, de toute façon, il n'y en a aucune qui sort du lot. Voilà, donc je vous le dis direct. Honnêtement, dans toute la partie francophone, et même, pour être honnête, anglophone, il n'y a quand même pas énormément de choses vraiment intéressantes. Donc là, grosso modo, en fait, pour rapidement faire le point, sans vraiment m'y attarder, parce que franchement, je pense que c'est une perte de temps de trop en fait en parler de ce qui n'a pas fonctionné. Napoléon Crypto, voilà, c'est un échec total. Moi, j'ai arrêté en fait le mandat dès le second trimestre 2021 quand j'ai vu clairement que ça allait absolument pas
dans mon sens. Invao, pareil, échec total pour moi. Je crois que j'avais encore vu justement une perf en fait d'une personne que dans mon groupe qui est encore chez eux, qui a depuis le début de l'année, je crois qu'il est à moins 35%. Et je parle même pas de la perf qu'il y a eu en 2021 pour le coup, qui elle aussi est loin d'être bonne. Donc pareil, Invao, j'avais largement réduit en fait mon exposition dès que j'ai vu en fait qu'ils étaient en train d'être en mode FOMO en fin d'année en fait 2021, alors que moi j'étais absolument pas en mode FOMO, au contraire j'étais en train vraiment de commencer à cash out fortement sur mes positions, et j'ai complètement arrêté en fait le mandat en décembre 2021 quand clairement pour moi j'avais tous mes signaux baissiers qui étaient en train de se mettre en place, et que eux ils étaient en train de continuer à vouloir jouer absolument un bull market qui continue. Et Cryptelite, là par contre j'ai rapidement testé, mais j'ai surtout eu beaucoup d'échos en fait des membres de ma communauté. Voilà, pareil, on va pas forcément trop s'y attarder. Ils ont sur une de leurs stratégies, ils ont carrément été liquidés leurs clients. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose franchement à dire, mis à part le fait que je déconseille fortement ces trois stratégies-là, ou plutôt ces trois sociétés-là, qui à mon sens clairement ne sont pas intéressantes, et il y a beaucoup mieux à faire avec des boîtes qui ont beaucoup mieux géré sur les dernières années. Donc on va plus s'attarder en fait sur ces boîtes-là. Donc une que je teste, et même que je ne teste plus, que j'utilise aujourd'hui en fait depuis maintenant plusieurs années, c'est CryptoFund. CryptoFund en fait qui est la stratégie du trading du coin. Donc là en fait on va déjà commencer par voir un petit peu ce qu'ils ont fait en termes de performance annuelle. Donc là en fait je vous mets le graphe où on voit depuis 2018. Je précise tout de suite que les données en fait de 2018 et 2019 c'est du backtest, et que jusqu'à la mi-année 2020, c'est également du backtest. Donc on est en live depuis, grosso modo, juin-juillet 2020, jusqu'à maintenant, bien évidemment. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait avant, franchement, on va même pas en parler. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Voilà. Déjà, ça c'est vraiment la base, d'accord? Quand on parle d'algo, on parle de live, on parle pas de backtest, parce que le backtest, ça ne veut strictement rien dire. Vraiment, c'est important de bien appuyer en fait là-dessus, et je vais le faire durant toute la vidéo, parce que Dieu sait qu'il y en a qui jouent beaucoup là-dessus pour essayer en fait de vendre des algos miracles, mais qui en fait sont catastrophiques dès qu'on les met en conditions réelles. Donc CryptoFund, ils sont aujourd'hui à moins 25%. Donc si on parle déjà en fait de l'année 2022, ils n'ont pas été les meilleurs. Voilà, en toute objectivité, ils n'ont pas été les meilleurs. Je pense que eux-mêmes, de toute façon, ils vont clairement pas dire le contraire. Ils ont fait beaucoup mieux que ce qu'a fait en fait pour le coup le sous-jacent, en l'occurrence le Bitcoin, mais même pour le coup en fait leur benchmark qui est basé sur un panier en fait de devises. Ils ont cependant, je trouve quand même plutôt bien géré en fait cette année. Ça aurait pu être bien pire que ça, surtout si on les compare à d'autres stratégies qui sont pas sur du moins 20, moins 25, mais plus sur du moins 30, moins 40, moins 50, voire moins 100% pour certaines. Donc ils font quand même partie, j'ai envie de dire, des meilleurs, même si bien évidemment on peut toujours largement faire mieux par rapport à ça, et que ce n'est pas satisfaisant de se prendre une perte. Voilà. Et qu'il y aura mieux pour le coup parmi ce que je vais vous présenter également. Ensuite, si on regarde maintenant ce qu'ils ont fait durant la phase de bull market, ce qui est aussi pour le coup intéressant, notamment en 2020-2021, là je vous mets le graphe mois par mois sur l'année en fait 2020-2021, déjà pour voir une chose, c'est que la performance qu'ils ont réussi à avoir, principalement sur 2021, c'est sur les premiers mois de l'année. C'est clairement là où il y a eu toute la phase de bull market en mode vraiment très euphorique, où il y a eu des alt qui ont complètement explosé, où le BNB est passé en fait de $40 à $200, etc. Là, ils ont clairement fait un carton plein. Ils ont quasiment fait des x2 en l'espace de un mois sur les mois en fait de janvier et de février. Donc là, ils ont vraiment assuré une très très bonne partie en fait de la performance. Et le reste de l'année, ils n'ont pas été si mauvais que ça, compte tenu quand même du marché qui a été relativement compliqué, notamment pour les algos qui ont été mal menés, et notamment ça on l'a vu pour Napoléon, pour Invao, ça a été une catastrophe justement en fait toute cette phase-là. Pour le coup, je trouve que eux ils l'ont pas forcément si mal géré. Ça aurait pu être mieux, notamment sur tout le rebond qu'il y a eu à la mi-année en fait 2021, où le Bitcoin a refait un nouvel ATH. Ça aurait pu être mieux, mais ils ont quand même plutôt bien géré. Ils ont bien géré en fait la phase de baisse qui a eu en fait la première vague de baisse qu'on a eu sur le mois de mars
Mars-avril, ils ont pris un moins 16. Ça reste quand même plutôt une baisse plutôt faible, vu que je rappelle que le marché a quand même perdu 50% en l'espace de quelques jours à ce moment-là. Donc ils ont quand même plutôt bien géré. L'année en fait 2021, je trouve qu'elle a été vraiment plutôt bien gérée. Maintenant, si on met 2022, là pour le coup, on voit que ça a été un peu plus compliqué, clairement, notamment le mois de mars-avril. Où là, en fait, c'est là où on a été tapé pour le coup, en fait, les 30 000 $. Je pense qu'il y a eu il y a eu un repositionnement beaucoup trop agressif de leur part en fait sur ce niveau-là, qui n'a pas été un niveau de rebond pour le coup, et ils sont sortis beaucoup trop tard, et donc forcément là ils ont encaissé une perte. Mis à part ça, sinon je trouve que c'est quand même plutôt correct. Maintenant, il faut pas non plus être naïf. Pour performer, il faut prendre des risques. Voilà. Donc ceux qui prennent pas de risques et qui restent tout le temps en dehors du marché, dès qu'il y aura un rebond, ils seront toujours en dehors du marché. Donc ça également, il faut le comprendre. Donc ça veut dire que c'est bien des stratégies en fait qui ne prennent pas du tout de pertes quand un marché est en train de baisser, c'est très bien. Mais ce qu'il faut également regarder, c'est qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire quand le marché va repartir. Parce que c'est très facile d'être dans une zone de confort en étant en dehors du marché. Mais dès qu'il s'agit en fait de se remettre dedans pour commencer à reprofiter un petit peu en fait des vagues de hausse, là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment toujours prendre du recul en fait quand on regarde les algos. Là on a eu une phase de bull market, on a une phase de bear market depuis maintenant plus d'une année qui est pas si mal gérée pour le coup. Si pour le coup il y a un redémarrage et il y a un rebond qui est correctement pris, bien évidemment. On peut accepter en fait de prendre une certaine perte, moins 20, moins 25%, si au final, quand il y a le rebond, le vrai rebond, avec le vrai bottom, on est bien positionné et qu'on en profite correctement. Bien évidemment, ça doit aller ensemble. Donc ça également, c'est quand même important en fait de vraiment bien le préciser. Donc d'un point de vue global, moi je suis quand même plutôt satisfait. C'est pour ça que je suis encore pour le coup chez eux et que j'ai encore un ticket sous mandat de gestion qui est chez eux. Maintenant, j'ai deux autres solutions que je n'ai pas encore présentées en fait sur YouTube et que je présenterai que dans quelques mois. Une fois que j'aurai vraiment bien testé en fait la solution en fonction des différentes phases de marché et que vraiment pour moi ce sont des très très bonnes solutions. J'ai pas envie en fait de refaire la même chose que j'ai pu faire avec Invao ou avec le trading du coin, ça veut dire en parler tout de suite pour me rendre compte qu'au final non ça vaut pas le coup et il faut absolument pas y aller. J'ai pas envie en fait de refaire cette même erreur là. Je le fais dans mon groupe privé parce qu'on est en petit comité et je sais en fait que les personnes qui sont dedans ils sont formés et chacun est suffisamment grand pour prendre ses propres décisions et pour être capable de correctement analyser en fait les projets et pour dire ok j'y vais pas. Le problème c'est que sur YouTube on est sur une audience qui est beaucoup plus large et même si je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont faire leur taf, faire leur travail de recherche et qui vont assumer en fait si jamais ça ne fonctionne pas, malheureusement il y a toujours cette petite minorité en fait de personnes qui peuvent venir nous emmerder en restant poli. Donc c'est pour ça que pour le coup maintenant je ne prends plus en fait de risques sur YouTube et je le fais uniquement au sein de mon groupe privé. Donc là je vous présente deux solutions. Donc on a un fonds. On a un fonds plutôt classique, un fonds d'investissement plutôt classique, donc les fonds au Caïman, comme il en existe énormément autour des crypto-monnaies, et un fonds français. Donc en gros, là je vous mets en fait les perfs du premier fonds, qui est un fonds qui est basé au Caïman, qui est une boîte en fait qui fait du trading algorithmique avec du long et du short. Donc ça veut dire de type AR, hein, Absolute Return, ça veut dire long et short, grosso modo. Donc là, en fait, on est sur des données qui sont uniquement sur du live. Il n'y a pas de backtest pour le coup. Ça tourne depuis maintenant un bon petit moment. Ils ont quand même pas mal de fonds sous gestion. Je crois que de mémoire, on est à peu près dans les 50 millions. Donc ça commence quand même à être parmi les fonds qui commencent à, on va dire, à sortir un petit peu du lot, même si bien évidemment, il y a bien plus lourd que ça. Mais ça reste quand même plutôt une belle somme sous gestion. Et c'est un fonds qui vraiment vise le court terme. Donc le but c'est vraiment avoir un drawdown, donc drawdown perte maximale, plutôt le max drawdown, la perte maximale en fait qu'on peut enregistrer quand on vraiment prend le plus haut et le plus bas, qui est relativement faible parce que là en fait on est vraiment sur une stratégie de court terme. Vraiment on est sur de l'intraday, on prend beaucoup de positions, mais avec à chaque fois un risque extrêmement faible dans le but en fait de générer de la perf et de limiter au maximum la perte. Alors, ils ont plutôt très très bien géré toute la phase 2020. Honnêtement, ils ont commencé en juin
Donc peu de temps après le crack Covid, alors on ne sait pas comment ils ont pu réagir pour le coup avec le crack Covid, mais en tout cas pour le coup ils ont plutôt très très bien rattrapé en fait le rebond. On voit qu'il n'y a pas un seul mois qui est en négatif, il n'y a que du positif. Ensuite il y a eu l'année 2021, on voit que là pour le coup sur le mois de mars, donc quand il y a eu la première grosse baisse, ils ont vraiment très très peu encaissé, ils ont pris du moins 6%. Donc là franchement ils ont très très bien géré. Le reste de l'année, voilà, ça a été un peu comme CryptoFund, vous voyez qu'ils n'ont pas non plus beaucoup performé, mais ils ont limité la casse. Ils ont clairement limité la casse, ils ont quand même généré un petit peu de perf sur le reste de l'année. Ils n'ont pas non plus beaucoup profité du gros rebond qu'il y a eu en fait sur le Bitcoin, mais là je pense que vous le voyez déjà, il y a pas mal de similitudes avec ce qu'a été capable de faire CryptoFund, parce que clairement ça a été compliqué au niveau des algos en fait. Toute la phase de range sur les 30 000 $ a été compliqué à gérer, beaucoup de bruit, et le rebond a été également très compliqué parce qu'il a été extrêmement rapide et puissant. Donc franchement très compliqué en fait de rentrer dedans pour ceux qui n'étaient pas rentrés tout en bas. Donc pour le coup plutôt je trouve également une année en fait 2021 où de nouveau ils ont superformé en fait le sous-jacent, donc le Bitcoin, donc plutôt bon. Là où ça pêche un peu plus franchement, c'est en 2022. 2022 ils ont pris 2 mois quand même où ils ont pris quand même des grosses pertes. Ils ont pris du moins 7% en janvier et surtout un moins 9% en juin. C'est plutôt étonnant parce qu'ils avaient bien géré la phase de retournement du Bitcoin en mars 2021. Vous avez pris en fait que moins 6. En juin, pour le coup, il n'y a pas eu, il y a eu certes une grosse baisse, mais j'ai envie de dire qui n'a pas été forcément plus puissante que ce qu'on avait pu avoir en mars, qui était même pour le coup plus prévisible, je trouve, en juin, compte tenu quand même du contexte dans lequel on évoluait. Donc là, il y a quand même eu quelques erreurs, hein, clairement. De leur côté, on est à moins 18. Donc vous me direz que c'est quand même pas si mauvais que ça. Surtout si on prend du recul par rapport à ce qu'ils ont fait en 2020 et en 2021. Mais quand même, pour une stratégie qui vise à pas prendre trop de pertes, pour le coup, avec des stratégies plutôt sur du court terme, je trouve que moins 18%, ça commence à faire beaucoup. Voilà, on est vraiment pas loin de ce qu'a fait au final le trading du coin avec leur stratégie CryptoFund, alors que eux, ils sont plus orientés quand même sur du swing. Et on le voit sur 2021, ben, quand même, CryptoFund, eux, ils ont fait pour le coup plus de 250%, alors que là, pour le coup, eux, ils n'ont fait que 80%, pour une perte aujourd'hui qui est quasiment la même. Donc vous voyez que ça, par contre, ça pose un peu problème. C'est-à-dire que, de nouveau, moi, le fait en fait qu'on performe pas énormément si on se compare par rapport au Bitcoin et à l'Ether, comme en 2021 où ils ont fait un plus 80, j'ai envie de dire, c'est pas forcément dérangeant. Mais par contre, là où c'est un peu plus dérangeant, c'est quand tu prends des grosses pertes par la suite. Il faut qu'il y ait une cohérence. Voilà. On peut accepter même parfois de sous-performer le sous-jacent si vraiment le risque il est réduit. Il ne faut pas que le risque soit très élevé, sinon ça n'a pas de sens et il y a un problème de cohérence. Donc là, en tout cas pour l'instant, voilà, je continue à leur laisser le bénéfice du doute. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire d'ici à la fin de l'année. Il n'y a pas les datas en fait de août. Pour le coup, dans les données que j'ai sous les yeux, mais j'ai reçu en fait le rapport. Donc vous aurez également les données en fait de août, mais grosso modo en août, vous voyez qu'ils n'ont pas fait grand chose de plus. On a une très légère performance pour le coup. Et ensuite, on va parler donc de la troisième boîte qui également sort du lot. Pour le coup, donc là c'est un fonds qui est français. Pareil, je ferai une vidéo en fait pour vous le présenter. Donc là, je vous mets, donc il y a 2 graphiques. On n'est que sur du live. De nouveau, il n'y a pas de backtest. Donc c'est du live en fait sur un panel privé d'investisseurs. Il y a quelques millions, grosso modo, on va dire, sous gestion. Donc c'est quand même suffisant, à mon sens, pour être capable d'avoir des données en réel qui sont intéressantes et exploitables. Ça va de soi que si on met 100K sur une stratégie et qu'on dise en fait que c'est du live, c'est sûr que le jour où il y a 10 millions, voire 50 millions, peut-être que la strat va pas du tout aussi bien fonctionner. Donc c'est aussi pour ça que quand on dit que c'est du live, il faut qu'il y ait un minimum d'argent en jeu pour que ce soit vraiment cohérent. Voilà. Parce que faire une strat sur 10K qui performe du feu de Dieu, ça tout le monde peut le faire. Mais sur 10 millions, là, il y a beaucoup moins de personnes, vous voyez. Donc ça aussi, c'est une donnée qui est assez importante pour le coup. Alors, sur le Bitcoin, là, on a des perfs qui sont, on va dire, qui sont pas hyper sexy.
dans le sens où là, clairement, on sous-performe le sous-jacent sur toute l'année 2020-2021. C'est sûr que si on compare par rapport à ce qu'ont fait les deux autres que j'ai pu vous présenter, on n'est clairement pas sur le même niveau. Donc là, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que pour le coup, on est sur des strats par algo de nouveau, où il y a quand même une intervention qui est assez forte de la part de l'équipe, qui va tout simplement jouer sur la pondération. Ça veut dire qu'ils vont augmenter ou pas la pondération en fait à laquelle ils vont allouer en fait le capital aux algos en fonction du risque que eux ils estiment dans l'environnement en fait dans lequel on peut évoluer, en fonction du contexte du marché, en fonction de qu'est-ce qu'a fait le marché en fait jusqu'à présent, etc., etc. Et donc en 2020 ils ont quand même plutôt correctement géré parce qu'ils ont commencé à partir de juillet. Vous voyez que c'est plutôt correct. Ils ont été pour le coup assez prudents sur toute la partie juillet à août. À partir de novembre, là où il y a eu quand même des gros signaux d'achat sur un gros début en fait de bull market, ils ont plutôt bien performé. On voit vraiment que c'est sur novembre-décembre qu'ils ont vraiment fait toute la perf, grosso modo en tout cas, de la mi-année 2020. Ils ont bien géré tout le début de l'année. Bon, vous me direz pas compliqué. On était en phase de bull market, donc clairement ça il faut aussi en fait le dire. Le mois de mars, pour le coup en fait ils l'ont également plutôt bien géré. Hein. Mars, avril, ils l'ont plutôt bien géré. Et en mai, là pour le coup, boum, on voit qu'ils ont quand même pris une bonne perte. Alors juste pour revenir à ce que j'avais dit auparavant, je crois que j'ai juste fait une petite confusion de mémoire. En fait, je crois que c'est en mai qu'on a eu en fait la grosse baisse du Bitcoin et non pas en mars. Et pour le coup, donc le fonds que j'ai présenté avant, ils ont très très bien géré justement le mois de mai où ils étaient à plus 8%. Donc pour le coup, là ils ont vraiment très très bien shorté pour le coup la baisse qu'il y a eu sur les marchés, ce qui n'est absolument pas le cas pour eux, sachant qu'on est sur des stratégies de type AR, hein, donc ça veut dire Absolute Return, ça veut dire long short. Donc là clairement, il y a eu des grosses erreurs, je pense, de la part en fait de l'algo qui a encaissé quand même une très grosse perte. Là clairement, là il faut le dire, en fait ils ont annulé grosso modo en fait toute la perf qu'ils avaient réussi à avoir sur la phase de janvier, février, mars. Ils ont tout reperdu pour le coup en fait après. Donc là clairement ils ont été mauvais. Voilà, moi je dis les choses telles qu'elles le sont. Voilà, ils ont été vraiment pas bons. Le reste de l'année pour le coup a été beaucoup mieux. Là clairement, quand on sait vraiment comment ça a été compliqué pour le coup après, durant toute la phase de range, ils ont pris aucune perte. Alors que Dieu sait que si on prend des boîtes comme Napoléon, comme Invao, mais ils ont encaissé des pertes hyper importantes uniquement dans cette phase de range là qu'il y a eu à la mi-année en fait 2021. Et ils ont correctement géré la phase de rebond, même s'ils auraient pu en capter plus. Sauf que là c'est cohérent. Et c'est cohérent pourquoi ? Parce que s'ils n'ont pas pris beaucoup de pertes, c'est parce que eux ont décidé qu'on n'était pas en fait dans une bonne période pour prendre du risque. Donc ils ont baissé en fait drastiquement leur niveau de risque pour avoir une exposition faible de leurs algos, ce qui a permis en fait de protéger en fait le capital. Le revers de la médaille, j'ai envie de dire, ça a été quoi ? Ça a été, je pense, et là je ne fais que spéculer parce que j'ai pas forcément parlé de tous ces points pour le coup avec eux, donc là je ne fais que spéculer, mais je pense pas me tromper. Ils ont forcément dû rater le rebond parce que quand tu restes bien en dehors du marché avec un risque faible, forcément tu vas rater le rebond. C'est quasiment obligatoire. C'est on va dire la contrepartie. C'est d'un côté, tu encaisses pas aucune perte durant une phase de range vraiment qui est complexe, mais tu acceptes de rater le début du rebond. Et c'est clairement ce qui s'est passé, mais au final ils ont quand même plutôt bien profité, notamment du mois d'octobre où ils ont quand même repris un petit 20%, ce qui leur a permis quand même de repasser en positif. Bon, clairement, il y aurait clairement eu des meilleures choses à faire, je pense, en 2021. Moi, clairement, j'ai fait beaucoup mieux à titre personnel, où j'étais largement bien plus haut que ce que eux ils ont été capables de faire. Idem pour les deux autres boîtes que j'ai pu vous présenter, ils ont fait beaucoup mieux, clairement. Mais on voit un peu l'impact que peut avoir une intervention humaine pour le coup au niveau des algos. Et ensuite 2022, et ben là on le voit que c'est beaucoup mieux. Pour le coup c'est beaucoup mieux dans le sens où en fait il y a quasiment pas de perte. En fait il y a même pas de perte. On est à plus 6% aujourd'hui. On voit qu'ils ont plutôt bien géré, notamment la phase de février.
où là pour le coup je pense qu'ils ont également dû plutôt bien shorter en fait le marché. En mai c'est là où ça a un petit peu plus pêché. Parce que de nouveau, je pense que c'est là où il y a eu la zone des 30 000 $ en fait qui a été atteinte. Et c'est clairement, je pense, là où ça a été un peu compliqué, où ils ont probablement dû vouloir jouer également en fait le rebond. Et au final, boum, ils se sont pris une perte. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça reste quand même plutôt très très bien pour le coup en fait pour l'année en fait 2022. Maintenant, on se le cache pas. Les autres ont fait mieux, ils ont fait largement mieux, malgré le fait qu'ils soient aujourd'hui en perte, rien que par rapport à la perf qui a été réalisée sur 2020-2021. Parfois, il vaut quand même mieux faire beaucoup dans des phases bull, prendre un peu de perte dans les phases plutôt bear, mais au final, là, ils sont quand même largement au-dessus de ce que eux, pour le coup, ils ont été capables de faire. Là où c'est beaucoup mieux, notamment, ça va être sur leur stratégie sur l'Ether. Donc ça, c'est le deuxième graphe, où là, clairement, on voit que, bon déjà, c'est une strat qui existait un petit peu pour le coup avant la strat sur BTC, où ils ont pu profiter, et là c'est intéressant, parce qu'on a pu voir ce qu'ils ont fait, notamment sur le mois de mars 2020, où il y a eu en fait le crack du Covid. Et là pour le coup c'est intéressant, parce que là on voit quand même qu'on est sur du 37% en termes de perf, donc là on voit que clairement, ça a été shorté comme il faut. Toute la phase de mars-avril, vous voyez qu'en termes de perf, là franchement, on est très très bon. Pour le coup, ils ont parfaitement shorté. Après, ils ont été capables de parfaitement prendre également le rebond qu'il y a eu donc à la suite du. Donc désolé, petite coupure pour le coup de la vidéo. Donc on reprend. Hein, donc je disais, hein, vraiment, ils ont très très bien géré en fait toute la phase de Covid, la phase de rebond, malgré qu'il y a eu également un petit peu de pertes qui ont été prises après. De nouveau, on ne peut pas avoir raison à chaque fois, mais ils ont quand même fini l'année à plus de 200%. Ça a été un peu plus laborieux de nouveau en fait sur l'année en fait 2021, mais ce qui me choque pas tant que ça, parce que je sais que les algos ils ont vraiment galéré sur cette année-là, hein. Donc ils ont bien pris toute la phase de bull market en janvier-février. En mars pour le coup là, vous voyez qu'ils ont pu shorter la phase du crack Covid, ils n'ont pas été capables de correctement shorter le retournement qu'il y a eu sur le Bitcoin. Ça arrive, voilà. De nouveau, ça arrive pour le coup. Donc ils ont quand même pris des pertes. Ils ont pris des pertes également durant la phase de range qu'il y a eu à la mi-année. Mais au final, ils arrivent quand même à peu près à s'en sortir correctement avec un petit 40%. Mais clairement, ça n'a pas été leur meilleure année. Hein. Clairement, autant sur Bitcoin que sur Ether. L'année en fait 2021 a été un peu laborieuse, je pense, au niveau de leurs algos. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, eh ben, pour le coup, ça rattrape. Ça rattrape, et notamment leur strat sur l'Ether, qui est à plus 60%. Là, clairement, il n'y a rien à dire. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Ils ont été capables de correctement profiter en fait des vagues de baisse. Ils ont pris aucune perte. Il n'y a quasiment aucun mois qui est en négatif, sauf le mois de juin. Donc non, franchement, là, sur 2022, il n'y a rien à dire. Et franchement, leur strat sur l'Ether, pour le coup, je trouve qu'elle fait vraiment partie du haut du panier, parce qu'on est quand même sur un 200%, plus ensuite un 40%, plus un 60%. Là, clairement, ils sortent sans aucun doute du lot par rapport aux autres. Maintenant, leur perf sur le Bitcoin, elle, par contre, clairement, elle a pêché beaucoup plus. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on peut faire des mix, hein, bien évidemment. Et on peut faire un mix, par exemple, 60% Ether, 40% Bitcoin, ce qui peut être pas mal aujourd'hui pour profiter en fait de toute la phase de surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de parfait. De nouveau, il n'y a rien de parfait. Il y aura des moments où les algos ils vont se tromper. Il y aura des moments où on va prendre des pertes. On va pas forcément tout le temps être short dès que le marché en fait va se prendre des grosses vagues de baisse. On sera pas tout le temps long quand le marché en fait fera des gros rebonds. Il y aura des moments où ce sera un peu moins bien. C'est normal. On peut pas attendre de stratégie algorithmique qu'elle soit parfaite. Tout comme on ne peut pas attendre d'un humain qui fait une stratégie plus discrétionnaire de tout le temps avoir raison. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment important quand même de bien le préciser. Moi, ça ne me dérange pas que des personnes fassent des erreurs, mais il faut au final qu'il y ait quand même un résultat. Et pour moi, le résultat sur les 3 boîtes que j'ai pu vous présenter, ils sont là, ce qui n'est absolument pas le cas pour le coup des 3 autres boîtes que j'ai pu citer auparavant, et ce qui n'est pas également le cas de tout un tas d'autres boîtes
dont je ne citerai même pas le nom, pour le coup en fait, mais qui ont aussi des résultats catastrophiques. Voilà. Donc il faut se concentrer sur ce qui fonctionne et vraiment oublier tout ce qui n'a pas fonctionné. Et s'il vous plaît, ne donnez pas, d'accord, encore une deuxième, une troisième chance à des boîtes qui ont fait n'importe quoi jusqu'à présent. Plutôt donner en fait des chances à des boîtes qui ont réussi jusqu'à présent, plutôt qu'à d'autres qui n'ont rien réussi et pour qui il y a autant de chances pour qu'ils continuent encore à ne rien faire. On parle d'argent pour le coup en fait dans l'histoire, de votre argent. Donc il n'y a pas en fait de... On n'est pas là en fait pour faire de la charité, pour avoir de la compassion. On est là en fait pour performer. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses quand je délègue une partie en fait de mon capital sous gestion. C'est normal parce que de l'autre côté, ils prennent des fees, ils prennent des frais en fait de performance. Donc il n'y a pas en fait tout simplement, il ne devrait pas y avoir ni compassion ni quoi que ce soit en fait, ni deuxième ou troisième chance. Si ça marche pas, basta, on part et on va voir autre chose. Et on va voir en fait ceux qui arrivent à pour le coup faire beaucoup mieux. C'est un monde qui est impitoyable, mais pour le coup c'est nécessaire, je pense, pour vraiment avoir que quelques boîtes qui sont capables de justement être capables de vraiment faire beaucoup mieux et qui vont être capables de ensuite beaucoup mieux se démarquer par rapport aux autres. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de faillites dans tous les fonds d'investissement, crypto que traditionnels, et qu'il y a que quelques, pour le coup, fonds qui arrivent à survivre, et ceux qui survivent sont les meilleurs. Voilà. Et c'est pour ça en fait qu'il faut toujours aller chercher ceux qui survivent parce que ce sont les meilleurs. Alors maintenant, on va plus parler des robots de trading en tant que tels. Et j'ai beaucoup de choses pour le coup à dire par rapport à ça. Alors déjà en fait moi, bon d'une part, hein, j'analyse depuis un bon moment énormément de comportements, de différentes stratégies en fait qui sont proposées par tout un tas en fait de différentes boîtes. J'ai également échangé avec certains fonds qui gèrent des centaines de millions dans les cryptos via des stratégies diverses, que ce soit du trading quantitatif, que ce soit du market making, de l'arbitrage ou même du trading haute fréquence. Toutes ces choses-là, pour le coup, qui sont faites uniquement sous forme d'algorithmes et qui en fait sont réalisées en fait par des boîtes qui en plus dans la plupart des cas ne sont même pas ouvertes au grand public. Dans le grand public, j'englobe les personnes qui peuvent investir quelques milliers d'euros, mais même moi, je me considère comme une personne de grand public. Quand tu es capable en fait de pouvoir investir quelques centaines de cas dans des fonds, c'est du retail, d'accord ? C'est du retail. Pour le coup, en fait, pour moi et de ce que j'ai pu voir, on commence à vraiment avoir des portes qui s'ouvrent vers des choses vraiment exclusives et très poussées. C'est pas avec quelques centaines de cas pour être honnête, c'est avec plusieurs millions, dizaines de millions que là on peut commencer à vraiment se démarquer. Donc tout de suite, forcément, il y a plus grand monde, d'accord ? Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de fonds qui ont très peu de clients, qui ont beaucoup de fonds, pour le coup, qui n'ont pas de problème à avoir de l'argent, et qui, eux, ont des choses extrêmement poussées qui ne sont absolument pas accessibles. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a énormément d'acteurs de la finance traditionnelle qui sont arrivés en fait dans les cryptos avec tout un tas d'outils qu'ils ont adaptés au marché en fait de la crypto, et ce qui fait qu'on a un marché qui est beaucoup plus efficient aujourd'hui. Et ça, c'est très important en fait de bien le comprendre parce que c'est l'une des principales raisons pour laquelle je pense il y a une énorme quantité en fait d'algos qui fonctionnaient en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent beaucoup moins bien depuis 2020-2021 parce que clairement le jeu a changé. Voilà. Donc et on va surtout en fait parler de ça maintenant. Donc déjà en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les stratégies de trading par algorithme, ça fonctionne. Il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Ça sert à rien en fait de débattre. Ça c'est sûr, ça fonctionne. D'accord ? Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte une fois qu'on a dit ça. Le premier point, les stratégies de trading, elles ne fonctionnent pas tout le temps comme espéré. Donc ceux qui pensent que parce que j'ai un algo, dès que le marché baisse, je vais être vendeur, dès que le marché monte, je suis acheteur, en fait, je suis désolé, mais là, vous vivez en fait dans un monde qui n'existe pas. D'accord ? Donc si c'est ça que vous attendez d'un algo, vous n'avez rien compris à ce que c'est qu'un algo. Premier point très important. Ensuite, deuxième point, c'est que comme on a pu le voir avec les perfs que j'ai pu vous montrer, il y aura tout le temps des moments où les algos vont être très bien positionnés et il y aura des moments où ils seront mal positionnés. C'est comme ça, d'accord ? Alors bien sûr que
La différence entre les bons et les mauvais algos, c'est que les bons, il y aura beaucoup plus de moments où ils vont être bien positionnés que mal positionnés, et inversement, d'accord? Mais on ne peut pas attendre d'un algo la perfection. Ça, c'est vraiment également important de le prendre en compte. Le deuxième point qui est hyper important, c'est que les stratégies les plus rentables subissent ce qu'on appelle l'alpha decay. Donc l'alpha decay, c'est tout simplement la baisse de la profitabilité au fur et à mesure en fait que le marché devient de plus en plus efficient. Je rappelle quand même une chose qui est hyper importante, c'est que il y a quelques années en fait de cela, avant 2020, on était en fait dans un marché qui était extrêmement inefficient. Et l'inefficience, c'est ce qui permet à des algorithmes de générer du rendement. Ils génèrent du rendement sur l'inefficience des marchés. L'inefficience, pour faire simple, qu'est-ce que ça peut être? L'arbitrage. De manière toute simple, il y a un écart de prix entre deux plateformes, et ça, Dieu sait qu'en 2017, 2018, ceux qui étaient là en fait durant la phase de bull market, vous les avez vus, les gros problèmes d'arbitrage, où il y avait un Coinbase et un Kraken, voire un Bitstamp, qui avaient des écarts de prix de plusieurs centaines de dollars parfois sur le Bitcoin. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Pourquoi? Parce que le marché est devenu beaucoup plus efficient. À cause de quoi? Des algorithmes qui ont débarqué en fait sur le marché, qui sont de plus en plus évolués et qui permettent donc de pouvoir générer beaucoup plus de rendement. Donc, c'est l'une des principales raisons pour laquelle il y a deux types d'algorithmes, on va dire, qui existent. Il y a les simples et les beaucoup plus sophistiqués. Les simples, c'est quoi? C'est en fait des algos qui vont être développés par des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en algorithme, qui ont des connaissances en développement et qui vont partir du principe que il suffit en fait d'automatiser une stratégie de type discrétionnaire via des algos de trading. Voilà. Parce qu'on s'est développé, on maîtrise un petit peu le trading, on maîtrise un petit peu les indicateurs techniques, on va essayer en fait de bidouiller un truc qui peut fonctionner. Ça, c'est ce qui existait en fait depuis très longtemps en fait dans le marché crypto, où en fait on pensait qu'il suffisait de faire un algo basé sur quelques indicateurs techniques, comme les moyennes mobiles, comme le RSI, comme le MACD, comme les chandeliers en fait japonais pour avoir des patterns et tout ce que vous voulez en fait de classique qui va être utilisé par des traders comme moi par exemple qui font plus de la gestion de type discrétionnaire. Donc ça en fait ça fonctionne dans un marché qui est inefficient, où il n'y a pas de concurrence entre les différents algos, parce qu'il n'y a que des algos qui sont extrêmement simplés, et pour le coup il y a tellement d'inefficience en fait dans le marché que ça fonctionne quand même et on gagne beaucoup d'argent grâce à des stratégies en fait qui sont plutôt simples. Voilà. Bon, ça c'était avant. Voilà. Maintenant c'est terminé. C'est terminé, pourquoi? Parce que les pros sont arrivés. Ils sont arrivés en fait sur le marché avec des outils qui sont beaucoup plus évolués, qui ont complètement écrasé ces algos extrêmement simples qui ne fonctionnent quasiment plus. Et c'est pour ça en fait que, ça on l'a vu, le marché donne beaucoup plus de faux signaux par rapport à ce qu'on a pu avoir en fait par le passé. Les deux exemples les plus flagrants, c'est quoi? C'est faire un nouvel ATH et après être rejeté de suite après. Alors que jusqu'à présent, il suffisait juste de se dire ok, on fait un nouvel ATH, je mets long avec un gros levier et c'est bon, je suis millionnaire, c'est en mode to the moon. Lorsque on touchait en fait la moyenne mobile 200 en weekly, c'est bon, on est sur un support, donc j'achète. Bon, mais manque de bol, les deux fois, ça a été un échec. On a cassé par l'eau l'ATH, on l'a réintégré, on a cassé à la baisse cette moyenne mobile, même si pour le coup là, on n'est pas beaucoup plus bas, on est quand même plus bas. Donc là, vous voyez que clairement le marché, il a changé. Et on peut pas juste se dire, ok, je prends quelques moyennes mobiles, quelques petits indicateurs par-ci et par-là, et j'ai un truc qui va fonctionner en fait nickel. Absolument pas, c'est terminé par rapport à ça. Donc ça, c'est important quand même de le prendre en compte. Les algos de trading, ça ne se base pas sur ça. En tout cas, je parle de ceux qui sont évolués. Ils se basent sur l'analyse de la data. Donc ça va être tout un tas en fait de types de données. Bien sûr que ça va être les prix, ça va être les volumes, ça va être les carnets d'ordre, ça va être ce qui se passe également maintenant sur les produits dérivés, sur les contrats, sur les options. Tout ça va être analysé en fait par les algos pour essayer en fait de trouver encore de l'inefficience, de trouver en fait des patterns, des récurrences qui vont se produire des centaines, des milliers de fois pour après être capable de justement en profiter. Donc clairement, on est sur un autre level. On est totalement sur un autre level que croire qu'il suffit de prendre quelques petits indicateurs par-ci par-là. Donc ça, je pense, c'est l'une des principales raisons pour laquelle il y a beaucoup d'algos qui fonctionnaient, que ce soit en backtest ou en réel, pour le coup en 2017, mais qui ne fonctionnent absolument plus maintenant.
D'où le fait que je vous dis que le backtest, ça ne sert strictement à rien dans un marché qui a radicalement changé. Parce que pour le coup, le comportement des algos ne seront absolument pas le même, parce que le marché ne sera absolument pas le même. Ensuite, c'est un domaine qui reste très difficile d'accès. Ça demande des connaissances de pointe. Vraiment, il suffit pas d'être développeur. Moi, je suis développeur, je suis incapable de créer un algo performant. D'accord ? Oui, je peux créer un algo basique avec quelques petits indicateurs par-ci par-là qui va marcher nickel sur du backtest, mais en réel, ce serait une catastrophe. Donc, c'est un domaine de pointe qui demande des connaissances qui sont poussées déjà, notamment dans tout ce qui va être statistique, dans tout ce qui va toucher au machine learning et au deep learning, parce qu'en fait, c'est que de l'analyse de la donnée. Déjà, la donnée, elle n'est pas forcément facile d'accès. C'est de la donnée qu'il faut extrêmement précise et sans erreur, qui est vraiment pas facile d'accès. Ça coûte relativement cher déjà, rien que d'avoir accès à la donnée en fait de bonne qualité. Et ensuite, il faut vraiment des compétences bien poussées pour être capable en fait de réaliser des bons algorithmes. Et surtout, on n'oublie pas qu'il y a un facteur important, c'est l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, c'est l'un des gros points noirs justement des boîtes que j'ai pu citer auparavant, Napoléon, Invao, Cryptelite. En fait, les principales raisons de leurs échecs est d'ordre psychologique. C'est l'équipe qui a fait des erreurs. C'est l'équipe qui a été soumise à des biais psychologiques et qui a pour le coup pris les mauvaises décisions qui ont conduit à faire de grosses pertes, voire à quasiment liquider en fait leurs clients. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Il faut maîtriser l'aspect psychologique. Et pour faire ça, il faut être trader. Il faut être trader, il faut être investisseur. Sinon, c'est impossible de correctement réagir face à un marché auquel on n'est pas habitué de correctement réagir, parce que d'un point de vue psychologique, on va réagir comme un débutant. On peut être un très bon développeur, maîtriser en fait toute la partie technique. Si on est nul d'un point de vue psychologique, on fera n'importe quoi. On fera pas confiance à l'algo. Dès qu'il va commencer à perdre un petit peu d'argent, on va paniquer, on va couper les positions. Donc l'aspect psychologique est aussi très important. Donc vous comprenez bien que il faut d'un côté la technique, les compétences, l'expérience, la data et la partie psychologique pour être capable de vraiment faire des bons algos. Donc tout ça réuni, je peux vous le dire, il y a plus grand monde. D'accord ? Il y a vraiment plus grand monde au final sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de déchets en fait dans les boîtes. C'est pour ça. Et c'est normal en fait parce que c'est un domaine de pointe. Vraiment, c'est un domaine de pointe qui demande beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise, que peu de personnes pour le coup ont aujourd'hui sur le marché. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ce que je voulais dire, par rapport aux algos. Maintenant, on va juste conclure en fait cette vidéo, notamment avec les points les plus importants à surveiller lorsqu'on souhaite utiliser des entreprises qui proposent des algos, que ce soit sous forme de fonds ou de mandats en fait de gestion. Bon, déjà le point le plus important, c'est l'équipe. L'équipe, son expérience, ses connaissances. C'est ça le plus important qui va être le point déterminant. Moi, je suis désolé en fait, mais quand je vois des équipes d'enfants qui viennent à peine en fait de sortir de leur école d'ingé, qui veulent se lancer là-dedans, ils ont aucune expérience. Ils ont aucune expérience, pratiquement aucune compétence. Ils se sont même jamais confrontés réellement probablement au marché. Je suis désolé en fait, mais avant de commencer à proposer en fait des algos et des fonds, formez-vous, d'accord ? Formez-vous avec du réel et pas que de la théorie. Donc franchement, confiez votre argent à des équipes expérimentées et ne vous faites pas avoir avec le pédigré que telle personne ait bossé chez JP Morgan ou je ne sais où. On s'en fout complètement, d'accord ? On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont été capables de faire, ce qu'ils ont été capables de créer, d'accord ? Parce que très souvent, il faut quand même des profils de personnes, pas juste de la finance classique traditionnelle, en mode bon banquier, etc. Il faut quand même des personnes qui avaient vraiment une expertise de manière très pointue dans le milieu de la création d'algorithmes. Ensuite, il faut qu'il y ait des fonds sous gestion, important. Parce que le problème d'un algo, c'est que quand vous lui mettez 100 000 balles ou 10 millions, il va pas du tout se comporter de la même manière. Donc c'est important d'avoir un minimum de fonds sous gestion, au moins quelques millions, pour que le live ait un quelconque intérêt. Ensuite, la performance réelle, mais uniquement la performance réelle. Quand vous avez un fonds qui vous envoie une fact sheet avec les 3/4 de backtest et un petit peu en fait de live, vous lui dites clairement, ton backtest, tu me l'enlèves, je veux voir le graphe avec du live. Et vous verrez que le graphe, il n'a pas du tout la même tête. D'accord ? Parce que c'est facile de faire du backtest en mode ça fait que monter.
Et puis les seuls moments où c'est live, bon, ben ça patine un petit peu, il y a un peu de perte, mais vu que le backtest est hyper bon sur un graphe, ça fait que monter, d'accord? Ça c'est du classique. Ça c'est vraiment du classique. Pour moi, c'est à la limite de l'escroquerie, d'accord? Bon, c'est pas encore considéré comme de l'escroquerie vu que tout le monde le fait et qu'apparemment le régulateur laisse faire. Mais pour moi, en tout cas, on n'en est vraiment pas loin. Ensuite, la performance à elle seule ne compte pas. Ceux qui se basent que sur ça pour dire ok, je vais investir là-dedans, franchement, vous n'avez pas compris comment est-ce qu'on définit un produit qui correspond à nos besoins. La performance est importante, mais il faut d'abord comparer la perf par rapport à ce qu'a fait le marché, par rapport à la complexité en fait du marché. Il faut comparer ça par rapport à la perte maximale, très important. Si vous avez une strat qui fait 20% de perf, mais qui a une perte maximale de 40%, il y a un problème, d'accord? Il y a un problème, il y a un risque beaucoup trop élevé par rapport à une perf qui est beaucoup trop faible, par exemple, d'accord? Ensuite, il y a quelques indicateurs également qui existent, comme le ratio de Sharpe, le ratio en fait de Sortino, qui permettent en fait de savoir si tout simplement la strat ça vaut le coup d'aller en fait dessus par rapport au risque prix, et également la volatilité, qui est un indicateur qui est important. Voilà, j'ai pas le temps de passer en détail sur chacun. Vous trouverez plein de trucs en fait sur le net par rapport à ça, mais en tout cas c'est vraiment tous les indicateurs et toutes les données plutôt qu'il faut regarder. Ensuite, comme j'ai pu le dire, la plupart des bons algos, des meilleurs algos sont pas accessibles, sauf si vous avez la chance d'avoir des dizaines de millions. Dans ce cas-là, vous aurez les portes qui seront beaucoup plus ouvertes sur des fonds qui recherchent même pas forcément en fait des clients, mais il y a quand même quelques fonds qui restent intéressants, comme les 3 que j'ai pu en fait vous présenter et qui restent accessibles pour du retail comme nous. Même si je sais que tout le monde n'a pas forcément 50 ou 100 000 balles à foutre, vu qu'il faut être en plus diversifié dans des stratégies, mais en tout cas, il y a plus de monde qu'avec 10 millions, par exemple. Tester les solutions sur plusieurs mois, en analysant vraiment bien leur comportement dans les différentes phases de marché. Il faut avoir confiance en la stratégie et être à l'aise avec la stratégie. Si vous n'êtes pas à l'aise, oubliez. Vous aurez des biais psychologiques, vous serez vraiment pas bien et c'est vraiment pas une bonne idée. Et également, deuxième point, quand une stratégie en fait ne va pas dans votre sens, coupez-la, d'accord? Ne faites pas l'erreur que font certains, ça veut dire s'entêter dans une stratégie juste par principe que vous voulez partir qu'une fois qu'ils aient rattrapé en fait leur perte. Non, ce qu'il faut faire, c'est couper et mettre l'argent ailleurs, là où ça aura beaucoup plus de chances pour le coup de bien performer. Des algos en fait qui performent mal, en général, sur une longue période de temps, il n'y a aucune raison pour qu'un jour ils se mettent à bien performer. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont été mal conçus, sûrement ils sont beaucoup trop simples et ils se font balader en fait par le marché. Donc ça également, c'est vraiment important de bien le comprendre. Ne vous faites pas avoir par tout le discours commercial à 2 balles que peuvent avoir certaines personnes avec le backtest et tout ce que vous voulez. Vous voulez que du live et vous voulez en fait des gestionnaires qui prennent leurs responsabilités et qui proposent eux-mêmes des stratégies pour vous. Ce n'est pas à vous de choisir les stratégies en fait auxquelles vous voulez être exposé. Vous définissez en fait votre besoin en termes de perf, en termes de risque que vous voulez prendre, et c'est ensuite au gestionnaire qui va prendre des fees de justement prendre ses responsabilités en vous proposant parmi ces différentes stratégies, s'il en possède plusieurs, ce qui va vous correspondre le plus. Ça également c'est important. Et ensuite on se diversifie. De nouveau, moi je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir des stratégies en fait qui vont plus être sur du swing moyen long terme, d'autres qui vont plus faire en fait du court terme, parce que là par rapport à toutes celles que moi j'ai pu vous montrer, vous voyez que certaines ont des comportements complètement différents, certaines vont moins gérer les phases de baisse, d'autres beaucoup mieux gérer. Donc si on est bien diversifié, on va réussir à trouver un juste milieu où en fait on va tout le temps être capable de plus ou moins bien s'en sortir, peu importe les conditions de marché. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire en fait par rapport au robot de trading. Donc le plus important, c'est également de comprendre que la patience, c'est la clé. Je rappelle quand même que dans un marché, il y a des phases de marché où il n'y a rien à faire. Ça peut durer des mois. Il faut l'accepter. Et il faut également être capable de contrôler correctement ces biais psychologiques. Si vous n'êtes pas capable de le faire, franchement, ça va être compliqué. Ou alors carrément déléguer directement vos fonds à des fonds d'investissement. Donc vous n'aurez plus en fait l'accès à votre argent qui va être bloqué pendant au moins une année. Là, effectivement, normalement, il y aura beaucoup moins de biais psychologiques. Mais si on est sous mandat de gestion, là, pour le coup, faites vraiment également attention par rapport à ça. Je vais conclure par juste une chose. Les stratégies algorithmiques ne sont pas magiques. Elles vont souffrir dans des moments qui sont difficiles pour elles.
et très bien performer dans les moments où tout le monde gagne, bien sûr, en phase de bull market. Donc c'est vraiment important en fait d'analyser leur comportement dans les différentes phases. Bull market, correction, crack, phase de consolidation, phase de rebond. Et là, après, vous serez vraiment capable de faire la distinction entre les bons et les mauvais. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. J'espère que ça vous a quand même appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas le like pour le coup, pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve très très vite avec les vidéos qu'on a notamment tournées avec Guillaume. Et moi, je reviens à partir du mois d'octobre, parce que là, je pars en vacances, pour une analyse de marché. Il y aura quand même pas mal de choses, je pense, à dire. Mais ceux qui ne peuvent pas attendre, c'est dans les lettres d'investissement pour le coup, qui, elles, sont envoyées de manière beaucoup plus régulière. Je vous dis bon week-end pour le coup, et on se retrouve à très très vite. Bye bye.